20 septembre 1942. Base aéronavale de North Island, San Diego, Californie. Le lieutenant-commandant Eddie Sanders a saisi le manche de commande d'un avion qui ne devrait pas exister entre les mains des Américains. Ses paumes transpiraient malgré l'air frais du matin venant du Pacifique. Le tableau de bord devant lui affichait des caractères en japonais. Les contrôles semblaient étrangers. L'ensemble du cockpit sentait l'huile et les matériaux inconnus. Au-delà du pare-brise, des gardes armés encerclaient le hangar, leurs ordres étant clairs puisque la précieuse cargaison est arrivée 3 semaines plus tôt. C'était l'avion le plus précieux au monde et Sanders était sur le point de devenir le premier Américain à le piloter. Il relâcha les freins et le chasseur Mitsubishi A6M2, modèle demi en 10, roula vers l'avant, son moteur ronronnant avec une douceur surprenante. En quelques minutes, ce vol d'essai unique révélerait des faiblesses qui transformeraient les tactiques des chasseurs américains et condamneraient la suprématie aérienne du Japon. Les secrets enfermés dans cette machine capturée aideraient à créer une arme qui abattrait plus de 5000 avions ennemis et renverserait le cours de la guerre du Pacifique. La transformation n'avait pas commencé avec ce vol, mais 5 mois plus tôt, sur une île pluvieuse des Aleutians, où un jeune pilote japonais effectuait son dernier atterrissage, le 4 juin 1942. Le même jour, à 300 mètres à l'est, des bombardiers en piqué américains détruisaient 4 porte-avions japonais lors de la bataille de Midway, changeant à jamais le cours de la guerre du Pacifique. Mais dans les îles Aleutians de l'Alaska, un drame plus modeste se déroulait qui allait s'avérer tout aussi transformateur. Tadayoshi Koga, officier de première classe de 19 ans, a lancé son chasseur Zero depuis le porte-avions Ryujo, dans le cadre d'une frappe de diversion contre la base américaine de Dutch Harbor. La mission du matin s'est déroulée comme prévu. Initialement, Koga et ses ailiers, le premier maître Makoto Ando et le maître Tugo Shikard, ont attaqué Dutch Harbor avec un effet dévastateur, abattant un bombardier de patrouille américain, PBY Catalina, et mitraillant les survivants dans l'eau. Le Zéro fonctionnait exactement comme prévu, plus rapide et plus maniable que tout ce que les Américains pouvaient mettre en place. Puis, une seule balle a tout changé. Des tirs au sol depuis Dutch Harbor, probablement provenant d'une mitrailleuse de calibre 50, ont frappé l'avion de Koga, coupant la conduite de retour d'huile. Dans un moteur dépendant d'une lubrification précise, c'était une condamnation à mort. De l'huile a commencé à jaillir de la conduite endommagée, et Koga savait qu'il lui restait peut-être 15 minutes avant que le moteur ne grippe complètement. Il a informé par radio son commandant de bord des dégâts et s'est tourné vers l'île d'Akutan, à 40 km à l'est de Dutch Harbor, désigné par les planificateurs japonais comme site d'atterrissage d'urgence. Un sous-marin attendait au large pour secourir les pilotes abattus. Alors que Koga s'approchait de l'île d'Akutan, il repéra ce qui semblait être un parfait terrain d'atterrissage d'urgence, une longue étendue de prairies plates à 800 mètres de Broadbight. Son ailier a survolé le ciel alors que Koga s'approchait, train d'atterrissage sorti pour ce qui aurait dû être un atterrissage de routine avec roue baissée. Shikard, survolant l'avion, a soudainement remarqué de l'eau scintillant entre les tiges d'herbe lors de son deuxième passage. Il réalisa avec horreur que le champ était en réalité une tourbière, l'herbe cachant de la boue jusqu'aux genoux et de l'eau stagnante. Il a tenté de lancer un avertissement par radio, mais il était trop tard. Koga était déjà déterminé à atterrir. Les roues du Zéro ont touché l'herbe à environ 80 mph. Pendant un bref instant, l'atterrissage parut réussi. Puis, le train principal s'enfonça dans la boue molle sous la végétation, s'accrochant avec une force énorme. La physique a pris le dessus. Le chasseur léger, dont la queue se déplaçait toujours à la vitesse d'atterrissage, s'est complètement retourné dans une violente roue. L'avion s'est écrasé la tête en bas dans la tourbière avec un impact l'écrasant les os. La force a brisé le cou de Koga instantanément, le tuant, avant qu'il ne puisse reprendre son souffle. Son corps restait suspendu par sa ceinture de sécurité dans le cockpit inversé. Son pistolet de service et son épée de samouraï
toujours attaché à sa taille, sa combinaison de vol toujours impeccable, à l'exception du ruban médical, précis, enroulé autour de son torse, suite à des blessures antérieures. Ci-dessus, les ailiers de Kögler ont été confrontés à une décision déchirante. L'ordre permanent leur imposait de détruire tout zéro désactivé pour l'empêcher de tomber entre les mains de l'ennemi. Ils ont fait le tour du lieu de l'accident à plusieurs reprises, mitrailleuses prêtes, à la recherche de tout signe indiquant que leurs camarades avaient survécu. L'avion semblait intact, assis à l'envers, dans le marais, une tortue sur le dos, qu'ils ne pouvaient se résoudre à tirer. Peut-être que Kögler était vivant, piégé, attendant d'être secouru. Ils ne pouvaient pas assassiner leur ami en espérant qu'il survive. Après plusieurs autres passages, leur carburant étant presque épuisé, ils tournèrent à contre-cœur vers l'ouest et retournèrent au Ryujo. Le sous-marin chargé de sauver les pilotes abattus a fouillé les eaux autour d'Akutan pendant des heures avant que le destroyer américain USS Williamson ne le chasse. Le corps de Koga et son zéro sont restés seuls dans la nature sauvage d'Alutian, à 5000 milles du Japon, attendant de trahir chaque secret. C'est l'une des armes les plus redoutées de l'Empire. Pendant 5 semaines, le zéro de Koga était resté tranquillement dans la tourbière de Yakutan. Le site de l'accident se trouvait hors de vue des voies de navigation standard et des routes de patrouille aérienne, cachées dans une petite vallée qui bénéficiait peut-être de 6 jours de visibilité claire par mois à travers le brouillard perpétuel d'Éleusian. Les forces de porte-avions, qui auraient pu rechercher Koga, s'étaient déjà retirées vers l'ouest après la défaite catastrophique de Midway. Le sort du jeune pilote est devenu une autre statistique de victimes dans une guerre qui se retournait rapidement contre le Japon. Puis, le 10 juillet 1942, un bombardier de patrouille américain, PBY Catalina, piloté par le lieutenant William de Susper. La navigation dans les illusions était périlleuse, avec des compas magnétiques peu fiables près du cercle polaire arctique et des points de repère obscurcis par un brouillard quasi constant. Tice naviguait à l'estime lorsqu'il aperçut les îles Shumagin à travers une trouée dans les nuages. Reconnaissant sa position, il corrigea sa trajectoire vers Dutch Harbor, choisissant de survoler directement l'île d'Akutan plutôt que de la contourner pour économiser du temps et du carburant. Son collègue machiniste, Albert Knack, commandant de bord de l'avion, a jeté un coup d'œil précisément au bon moment. À travers une brèche temporaire dans le brouillard, il repéra une forme inhabituelle dans le marais en contrebas, quelque chose qui n'avait pas sa place dans le paysage illusoire. Les cercles rouges vifs sur les ailes étaient indubitables. Tice a fait plusieurs fois le tour du site, notant soigneusement la position sur ses cartes. Le zéro semblait remarquablement intact, un prix au-delà de l'imagination. Il est immédiatement retourné à Dutch Harbor pour signaler la découverte. En quelques heures, une équipe de récupération a atterri près du lieu de l'accident. Ce qu'ils ont découvert a dépassé leurs espoirs les plus fous. Le zéro avait atterri peut-être au seul endroit de l'île d'Akutan où la tourbière était suffisamment molle pour amortir l'impact tout en étant suffisamment ferme pour empêcher l'avion de couler. Le marais avait joué le rôle d'un amortisseur géant, dissipant la force qui aurait brisé la cellule sur un sol solide. Mis à part un pare-brise écrasé, des extrémités d'hélice tordues, un train d'atterrissage cassé et des extrémités d'ailes endommagées, l'avion était fondamentalement intact. L'équipe de récupération a soigneusement retiré le corps de Kögler du cockpit et l'a enterré avec les honneurs militaires sur une colline surplombant le lieu de l'accident. Ils ont noté les nombreux enregistrements médicaux autour de son torse, suggérant des blessures antérieures ou des mesures de précaution contre les manœuvres à forte accélération. Ses effets personnels, notamment son pistolet et son épée, ont été confisqués à titre d'éléments de renseignement. Commence alors la tâche difficile d'extraire un avion de combat d'une tourbière alucienne. L'opération de récupération a nécessité près de 3 semaines de travail éreintant dans des conditions parmi les plus inhospitalières de la planète. Les ouvriers ont construit une route de fortune à l'aide de rondins et de planches, treuillant lentement le combattant capturé sur un demi-mile de terrain dangereux jusqu'à un large emplacement où il pourrait être chargé sur une barge.
L'ensemble de l'opération s'est déroulé dans un froid perpétuel et humide avec des équipements qui ont gelé ou rouillé pendant la nuit. Mais le prix valait toutes les difficultés. Fin juillet, le Zéro avait été chargé à bord d'un cargo pour être transporté vers les États-Unis. Le navire transportant l'avion capturé le plus important de l'histoire a quitté les Illusions début août, naviguant vers le sud à travers des eaux qui, quelques semaines plus tôt, avaient été contestées par les flottes japonaises et américaines. Le Zéro capturé est arrivé à Seattle le 1er août 1942, transféré immédiatement sur une barge pour le voyage vers la base aéronavale de North Island, près de San Diego. L'avion a atteint San Diego à la mi-août, où il a été déchargé sous haute surveillance et transféré dans un hangar sécurisé. La protection de la police militaire 24 heures sur 24 a permis d'assurer qu'aucun chasseur de souvenirs ne puisse endommager le précieux prix. La nouvelle de la capture s'est répandue dans les cercles de l'aviation de la marine avec une excitation électrique. Pour la première fois depuis les débuts dévastateurs du Zéro à Pearl Harbor, les ingénieurs et pilotes américains auraient l'occasion d'examiner le chasseur légendaire en détail. Le capitaine de la marine William Leonard, qui commandera plus tard une division de porte-avions dans le Pacifique, l'a qualifié de trésor qui a révélé de nombreux secrets à une époque où le besoin était grand. Le lieutenant-colonel des Marines Kenneth Walsh, qui survivra à la guerre en tant que S avec 21 victoires, déclarera plus tard que savoir quoi faire avec un zéro sur sa queue, information provenant directement de l'étude de l'avion de Koga, lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. La course était lancée pour remettre le Zéro en état de vol le plus rapidement possible. Chaque jour où l'avion restait au sol était un autre jour où les pilotes américains faisaient face à un ennemi qu'ils ne comprenaient pas entièrement. L'équipe de restauration a travaillé 24 heures sur 24, documentant soigneusement chaque détail de la construction de l'avion tout en réparant les dommages causés par l'accident. Les travaux se sont déroulés à une vitesse étonnante, motivés par l'urgence et la reconnaissance que cet avion à lui seul pourrait détenir les clés de la victoire de la guerre aérienne dans le Pacifique. La restauration a révélé un aperçu immédiat du Japon, la philosophie du design. Le Zéro a été construit comme une montre de précision, a noté un ingénieur, avec des rivets affleurant dans toute la cellule et des canons montés au ras des surfaces des ailes pour minimiser la traînée. Chaque composant a été conçu pour un poids minimum et une efficacité maximale. Le tableau de bord fait preuve d'une simplicité remarquable, sans aucun superflu pour distraire le pilote, juste des jauges essentielles disposées pour une lisibilité instantanée. Les panneaux d'inspection pouvaient être ouverts en poussant simplement sur les endroits marqués avec un doigt, libérant ainsi les loquets internes. L'avion entier pouvait être démonté et remonté avec un minimum d'outils, un avantage crucial pour la maintenance sur le terrain sur des bases insulaires primitives. L'équipe a découvert que le Zéro pesait entre 5300 et 6165 livres à pleine charge. En fonction des munitions, de la charge de carburant et de la configuration, environ 2000 livres de moins que le F-4F Wildcat américain. Cette économie de poids extraordinaire provient de plusieurs sources. Le Zéro manquait de protection blindée pour le pilote, s'appuyant plutôt sur une maniabilité supérieure pour éviter d'être touché. Les réservoirs de carburant n'étaient même pas auto-obturants, troquant la sécurité contre un poids réduit et une capacité accrue. La cellule elle-même utilisait un minimum de matériaux structurels, juste assez de résistance pour les charges prévues, sans marge de sécurité. Le Zéro était fondamentalement une philosophie de conception différente de celle des chasseurs américains. Alors que les avions américains donnaient la priorité à la protection des pilotes et à la robustesse structurelle, acceptant des pénalités de poids pour la capacité de survie, le Zéro a sacrifié la protection au profit des performances. C'était un combattant conçu pour gagner grâce à une agilité supérieure plutôt que d'absorber la punition. L'avion capturé a révélé d'autres secrets. Le moteur, un Nakajima Sakai radial de 14 cylindres produisant environ 950 chevaux, utilisait un carburateur
de type flotteur qui s'avérerait important au combat. Les ailes se replient pour le stockage du porteur à l'aide d'un simple mécanisme manuel ne nécessitant aucun système hydraulique. Les gouvernes étaient recouvertes de tissu sur des cadres métalliques pour minimiser le poids. Plus remarquable encore, l'armement était formidable pour un avion aussi léger. Mitrailleuses de 7 mm tirant à travers l'arche d'hélice et 2 canons de 20 mm montés dans les ailes. Le 20 septembre, 41 jours seulement après son arrivée à San Diego, le Zéro était prêt à voler. L'équipe de restauration avait remplacé le pare-brise écrasé, redressé le stabilisateur vertical et le gouvernail de direction, réparé les extrémités des ailes et les volets, et reconstruit entièrement le train d'atterrissage qui avait été arraché lors de l'accident. L'hélice Sumitomo originale à 3 pales a été soigneusement habillée et réutilisée. L'avion capturé a été repeint. Les rondes Inamaru japonaises rouges sont recouvertes d'un cercle bleu américain et d'un signe en forme d'étoile blanche. Cela ressemblait à un avion américain portant des vêtements japonais. Le lieutenant-commandant Eddie Sanders, sélectionné comme pilote d'essai en chef pour le projet, avait passé la semaine précédente à étudier tous les aspects du Zéro pendant que les mécaniciens achevaient la restauration. Il resta assis dans le cockpit pendant des heures, se familiarisant avec les instruments japonais, mémorisant la disposition des commandes, se préparant mentalement pour un vol comme il n'en avait jamais tenté. Sanders était un pilote d'essai expérimenté, mais il était sur le point de piloter un avion ennemi dont les caractéristiques de vol ne pouvaient être devinées qu'à partir des rapports de renseignement et des observations de combat. Si ces rapports étaient exacts, le Zéro était plus rapide, grimpait mieux et tournait plus serré que n'importe quel chasseur américain. Si ces rapports étaient faux, ou si l'avion capturé présentait des dommages cachés, Sanders pourrait ne pas survivre au premier vol. Le matin du 20 septembre 1942, Sanders monta pour la première fois dans le cockpit du Zer en tant que pilote plutôt qu'étudiant. L'équipe au sol a démarré le moteur, qui s'est immédiatement bloqué et a fonctionné sans problème. Le travail de l'équipe de restauration a été justifié. Sanders a roulé jusqu'à la piste, conscient que des dizaines d'ingénieurs, d'officiers de renseignement et de hauts gradés de la marine regardaient depuis la tour et la ligne de vol. Il avança la manette des gaz et la Zéro accéléra sur la piste avec une ardeur surprenante. Le chasseur léger a décollé après une course au sol remarquablement courte, grimpant à une vitesse qui aurait été impressionnante pour n'importe quel avion américain. Pendant l'heure suivante, Sanders a soumis le Zéro à une série de tests de performance, explorant soigneusement son domaine de vol. Il a pris de l'altitude, testé les caractéristiques de décrochage, pratiqué les manœuvres de base et ressenti les qualités de pilotage de l'avion. Ce qu'il a découvert lors de ce premier vol allait tout changer. Le fait que les ailerons gelaient à des vitesses supérieures à 200 nœuds était immédiatement apparent, ce qui rendait les manœuvres de roulis à ces vitesses lentes et nécessitant beaucoup de force sur le manche de commande. Sanders a écrit dans son rapport « Le Zéro roulait beaucoup plus facilement vers la gauche que vers la droite. Le problème des ailerons à grande vitesse était dramatique et inattendu. À basse vitesse, la maniabilité du Zéro était tout ce que prétendaient les pilotes japonais, capables de se retourner facilement à l'intérieur de n'importe quel chasseur américain. Mais au-dessus de 200 nœuds, soit environ 230 mm, les ailerons devenaient de plus en plus lourds et ne répondaient plus. Les surfaces de contrôle recouvertes de tissu gonflaient sous la pression de l'air à grande vitesse, nécessitant une énorme force de manche pour les surmonter. Les chasseurs américains, avec leurs surfaces de contrôle recouvertes de métal et leur système de suralimentation hydraulique, maintenaient une autorité de contrôle totale à toutes les vitesses. Sanders a découvert une deuxième faiblesse critique lors des manœuvres d'accélération négative. Lorsqu'il poussa brusquement le manche vers l'avant, induisant des forces gravitationnelles négatives, le moteur du Zéro toussa et s'éteignit. Le carburateur à flotteur conçu pour les conditions d'apesanteur et d'apesanteur ne pouvait pas maintenir le débit de carburant lors d'une accélération négative soutenue.
Le moteur redémarrait lorsque l'accélération positive reprenait, mais pendant plusieurs secondes, le zéro est devenu un planeur impuissant. Cette faiblesse avait de profondes implications tactiques que Sanders reconnut immédiatement. Les pilotes américains, déjoués et incapables d'échapper à un zéro qui les poursuivait, avaient désormais leur réponse. Sanders l'a noté dans son rapport. Effectuer une plongée verticale en utilisant une accélération négative si possible pour ouvrir la plage pendant que le moteur du zéro était arrêté par les forces impliquées. À environ 200 nœuds, roulez fort juste avant que le pilote du zéro ne puisse aligner sa visée. Sanders a effectué 24 vols d'essai au cours des 25 jours suivants, chacun révélant des détails supplémentaires sur les capacités et les limites du zéro. Il a testé l'avion à différentes altitudes, réglages de puissance et configuration de combat. Il a effectué des combats de chiens simulés contre des chasseurs américains avec d'autres pilotes d'essai pilotant des F-4F Wildcats et des avions plus récents. Les données accumulées lors de ces vols étaient extraordinaires. La vitesse maximale du zéro était légèrement inférieure à celle du F-4F Wildcat, contrairement au rapport de combat suggérant que le chasseur japonais était plus rapide. Sanders a émis l'hypothèse que cela pourrait être dû au poids de la reconstruction, car l'équipe de restauration n'avait pas été en mesure de trouver des matériaux de remplacement exacts pour certains composants. Cependant, la portée exceptionnelle du ZER, de plus de 1900 milles terrestres, dépassait de loin celle de n'importe quel chasseur porte-avions américain. L'avion pouvait rester en vol pendant plus de 6 heures, ce qui lui permettait d'escorter des bombardiers profondément en territoire ennemi, ou de patrouiller de vastes étendues océaniques. Le taux de montée du zéro dépassait considérablement celui des chasseurs américains, capables d'atteindre 20 000 pieds plus vite qu'un F-4F ne pouvait atteindre 15 000 pieds. En combat tournant à basse vitesse, le zéro pouvait boucler un cercle complet à temps pour que les chasseurs américains n'effectuaient que 3-4 de tours. Ces caractéristiques de performance expliquaient pourquoi les combats du début de la guerre avaient favorisé de manière décisive les pilotes japonais. À basse vitesse et dans les combats en virage, le zéro était tout simplement supérieur à tout ce que l'Amérique avait mis en service à la fin de 1941 et au début de 1942. Mais les tests de Sanders ont révélé que ces avantages s'accompagnaient de faiblesses exploitables. La construction légère du zéro signifiait qu'il ne pouvait pas résister aux dégâts de combat. Les coups qui ne feraient qu'endommager un chasseur américain s'avéraient souvent fatals au zéro, qui manquait de blindage et de réservoirs de carburant auto-obturants. L'analyse des matériaux, sur le terrain des composants zéro capturés, a révélé des alliages d'aluminium d'excellente qualité, mais utilisés dans des épaisseurs que les concepteurs américains considéreraient comme inadéquates. Le zéro a été construit selon des tolérances minimales sans marge de sécurité pour les dommages de combat. Le rapport final de Sanders a synthétisé toutes les données de test en informations exploitables. Les pilotes américains devraient éviter les combats en virage à basse vitesse où la maniabilité du zéro dominait. Au lieu de cela, ils devraient utiliser des attaques en plongée utilisant les caractéristiques de vitesse supérieure des chasseurs américains. Lorsqu'un zéro est poursuivi, les pilotes américains doivent entreprendre une plongée abrupte, de préférence avec une accélération négative pour tuer le moteur du zéro, puis exécuter un tonneau brusque, à droite à grande vitesse, là où le zéro ne peut pas suivre. Les chasseurs américains devraient utiliser leur blindage supérieur et leur puissance de feu pour absorber les coups tout en délivrant des rafales dévastatrices qui détruiraient le fragile zéro. Les tactiques d'équipe devraient remplacer les combats de chiens individuels par des ailiers se couvrant les uns les autres et utilisant des attaques coordonnées pour annuler l'avantage de virage du zéro. Ces recommandations ont été compilées et diffusées dans toute la flotte avec une rapidité sans précédent. Les pilotes se préparant au combat ont reçu des briefings détaillés sur les caractéristiques du zéro et sur la manière d'exploiter ses faiblesses. L'information a été intégrée au programme de formation avec des instructeurs enseignant la technique du plongeon à grande vitesse et du roulis brusque à droite à chaque nouveau pilote. Les anciens combattants qui avaient survécu aux premières rencontres avec des zéros
ont soudainement compris contre quoi ils combattaient et comment gagner. L'impact sur le moral des pilotes a été profond. Pendant 8 mois, les aviateurs navals américains ont affronté un avion qui semblait invincible, capable de tourner et de surpasser tout ce qu'il volait. Les pilotes avaient développé un respect sain pour le zéro qui confinait à la peur. La tactique américaine officielle, une fois sautée par des zéros, avait été simplement de s'enfuir, un aveu humiliant d'infériorité. Désormais, pour la première fois, les pilotes américains avaient une connaissance concrète de la façon dont combattre le zéro et gagner. Le mystère entourant le combattant japonais commença à s'effriter. C'était toujours un adversaire redoutable, mais il n'était plus invincible. Il avait des faiblesses, et les pilotes américains savaient désormais exactement quelles étaient ces faiblesses et comment les exploiter. Mais la plus grande contribution de l'O tout en zéro n'a pas été la doctrine tactique. Il s'agissait de la conception d'avions, en particulier d'un chasseur qui était déjà en cours de développement lorsque Koga s'est écrasé dans les illusions. Le Grumman F-6F Hellcat allait devenir l'arme qui transformerait les connaissances tactiques américaines en résultat de combats dévastateurs. L'histoire de la naissance du Hellcat et de la manière dont l'Akutan Zero a influencé son développement s'avérerait aussi importante que les vols d'essai de Sanders. Le lien entre les deux avions a fait l'objet d'un débat historique, certains affirmant que le Hellcat a été conçu sur la base du zéro capturé, tandis que d'autres notent que la chronologie rend toute influence directe impossible. La vérité se situe quelque part entre une histoire de développement parallèle, des renseignements opportuns et la capacité de Grumman à intégrer les leçons apprises alors même que leur chasseur entrait en production. Janvier 1942, Grumman Aircraft Engineering Corporation, Bethpage, Long Island, New York. Leroy Grumman était assis à son bureau et examinait les conceptions préliminaires de ce qui allait devenir le F-6F Hellcat. Et les chiffres le troublaient. La marine avait besoin d'un chasseur pour remplacer le F-4F Wildcat, quelque chose de plus rapide et de plus puissant pour contrer les rapports venant du Pacifique sur la supériorité aérienne japonaise. L'équipe de conception de Grumman, dirigée par les ingénieurs en chef Jake Swerbel et Bill Schwendler, avait créé ce qui était essentiellement un Wildcat plus grand et plus puissant. Le design semblait bon sur le papier, mais Grumman craignait que ce ne soit pas suffisant. Les premiers mois de 1942 apportèrent des rapports de plus en plus alarmants en provenance du Pacifique. Les pilotes américains étaient battus par les zéros japonais à chaque rencontre. Le F-4F Wildcat, l'actuel chasseur de première ligne de Grumman, s'est révélé inadéquat, bien qu'il s'agisse d'un avion solide et pas des Milicho, bien construit. Les rapports de combat indiquaient puis que le zéro pouvait surpasser le Wildcat dans presque toutes les catégories de performance. Quelque chose de radicalement meilleur était nécessaire et urgent. Le F-6F initial de Grumman, désigné XFCF1, était prévu autour du moteur Cyclone R260 droit produisant 1700 chevaux. Cela donnerait aux nouveaux chasseurs plus de puissance que les Wildcats, 1200 chevaux Pratt et Whitney R1830. Mais Grumman se demandait si c'était une amélioration suffisante. La société développait le XF6F1 depuis le milieu de 1941 avec le contrat formel signé le 30 juin 1941, près d'un an avant le crash du Zéro de Koga dans les Illusions. Les travaux de conception se déroulèrent rapidement jusqu'au début de 1942, motivés par les besoins urgents de la marine et par la reconnaissance de Grumman que la guerre du Pacifique serait gagnée ou perdue dans les airs. Le Bureau of Aeronautics a travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs de Grumman, en intégrant les commentaires des pilotes de combat revenant du Pacifique. Le 22 avril 1942, 6 semaines avant la bataille de Midway et 7 semaines avant le crash de Cog, le lieutenant-commandant Edward Butch O'Hare visita les installations de Grumman à Bethpage. O'Hare, fraîchement sorti des opérations de combat au cours desquelles il avait défendu à lui seul le porte-avions Lexington contre les bombardiers japonais, remportant la médaille d'honneur, rencontra les ingénieurs de Grumman pour discuter des performances du F-4F Wildcat contre le Zéro. Ces idées donnaient à réfléchir. Le Zéro
était plus rapide que ce que les renseignements américains avaient estimé, grimpait mieux que ce qui semblait physiquement possible pour la puissance de son moteur et pouvait facilement tourner à l'intérieur du Wildcat. O'Hare a souligné que les chasseurs américains avaient besoin de plus de puissance, d'un meilleur taux de montée et d'une meilleure visibilité pour le pilote. La veille de sa rencontre avec les ingénieurs de Grumman, O'Hare avait rencontré le président Franklin Roosevelt lors de la cérémonie de remise de la médaille d'honneur. Le président a demandé ce qui était nécessaire dans un nouveau chasseur naval. La réponse d'O'Hare a été directe et mémorable. Un avion qui montera plus vite à l'étage. Le lieutenant-commandant du bureau de l'aéronautique, A.M. Jackson, travaillant en étroite collaboration avec Grumman, a dirigé des modifications de conception spécifiques basées sur l'expérience de combat. Jackson a mis l'accent sur le montage du cockpit plus haut dans le fuselage, l'avant du fuselage étant légèrement incliné vers le capot moteur, donnant au pilote une excellente visibilité sur le nez. Il a souligné, aux ingénieurs de Grumman, qu'on ne peut pas les frapper si on ne peut pas les voir. Ces changements ont été incorporés dans la conception du XF-6F avant même la découverte du zéro de Medotwort de Koga. Le 26 avril 1942, 5 semaines avant le dernier vol de Koga, le bureau de l'aéronautique prit une décision critique qui définirait le caractère du F-6F. Sur la base des récits de combat du Pacifique et des recommandations d'O'Hare, Bua ordonna à Grumman d'installer un moteur plus puissant dans le deuxième prototype XF-6F. Le R-260 droit fut abandonné au profit du Pratt & Whitney R8000 double guêpe, un moteur radial de 18 cylindres développant 2000 chevaux. C'était le même moteur utilisé dans les VA F4U Corsair et R Republic P-47 Thunderbolt, et il représentait une augmentation de puissance de 50% par rapport à la conception originale du XF6F1. Grumman s'est conformé en redessinant et en renforçant la cellule du FCF pour gérer le moteur le plus puissant. Le changement a nécessité des modifications du support moteur, du système de refroidissement et des composants structurels de l'avion. Cela impliquait des retards malades dans le calendrier de développement, mais les gains de performance en valaient la peine. Grumman a estimé que la nouvelle centrale électrique augmenterait les performances de 25% par rapport à la conception originale. La décision de changer de moteur est venue de plusieurs facteurs convergents simultanément. Le R280 s'est révélé fiable lors des tests et entre en production pour d'autres programmes d'avions. Pratt et Whitney pourraient fournir des moteurs sans que les retards n'affectent le développement du R260. Plus important encore, les rapports de combat indiquaient que des améliorations progressives ne suffiraient pas. Les chasseurs américains avaient besoin d'un bond en avant en termes de performance pour égaler ou dépasser les capacités du zéro. Le premier prototype XF6F1, toujours équipé du moteur cyclone droit R260, effectua son vol inaugural le 26 juin 1942 avec le pilote d'essai, Bob Hall aux commandes. C'était 8 jours avant que Koga ne s'écrase sur les Alutiens et 6 semaines avant la découverte du zéro. Le prototype a bien fonctionné, démontrant de bonnes caractéristiques de maniabilité et aucun vice sérieux, mais ses performances avec le Cyclone de 1700 chevaux ont confirmé les inquiétudes de Grumman selon lesquelles plus de puissance était nécessaire. Le deuxième prototype désigné XF6F3 et équipé du double guêpe R2800 de 2000 chevaux a volé pour la première fois le 30 juillet 1942. C'était 20 jours après la découverte de l'Akutan 0, mais 2 mois avant qu'il ne soit remis en état de vol et testé. Les performances du XF6F3 ont dépassé les attentes. La puissance supplémentaire a transformé la conception, lui donnant le taux de montée et la vitesse nécessaire pour rivaliser avec le zéro sur un pied d'égalité. Mais le développement du L4 ne s'est pas arrêté là. Tout au long de l'été 1942, les ingénieurs de Grumman ont continué à affiner la conception sur la base des rapports de combat en cours et des renseignements provenant du Pacifique. Lorsque l'Akutan 0 est arrivé à San Diego à la mi-août, des données techniques détaillées ont commencé à parvenir au bureau de l'aéronautique et à Grumman en quelques jours. L'avion capturé n'avait pas encore volé, mais l'examen physique a révélé des informations cruciales sur sa construction, son poids, son armement et sa conception. En philosophie,
Cette intelligence est arrivée à un moment critique du développement du F6F. La conception de base était définie, le moteur sélectionné, et les premiers prototypes volaient, mais la production n'avait pas encore commencé, ce qui signifie que des modifications pouvaient encore être incorporées relativement facilement. Les ingénieurs de Gurman ont étudié les données du zéro avec un vif intérêt, cherchant des moyens de garantir que leur chasseur pourrait non seulement égaler, mais dépasser les capacités de l'avion japonais. Le zéro pesait entre 5300 et 6100 halébits à pleine charge. Le F6F pèserait plus de 12 000. Cette énorme perte de poids, plus du double du poids du zéro, a dû être compensée par une puissance supplémentaire et une conception intelligente. La philosophie de Grumman différait fondamentalement de l'approche japonaise. Là où le zéro sacrifiait la protection au profit des performances, le F6F offrirait les deux. Roy Grumman, le fondateur de l'entreprise, a pris une décision clé après avoir étudié les données zéro. Il a déterminé que le Grumman pouvait égaler ou surpasser le zéro à bien des égards sans sacrifier le blindage du pilote, les réservoirs de carburant auto-obturants et la structure robuste du fuselage. Le F6F compenserait le poids supplémentaire avec la puissance supplémentaire du moteur R8000. Cette décision a façonné tout ce qui a suivi. Le F6F serait construit de manière robuste, capable d'absorber les dégâts de combat qui détruiraient un zéro. Il protégerait son pilote avec une plaque de blindage derrière le siège et un pare-brise par balle. Il transporterait des réservoirs de carburant auto-obturants capables de résister aux impacts sans incendie catastrophique. Il aurait des systèmes redondants et une structure robuste capable de résister aux atterrissages durs des transporteurs et aux dommages de combat. La pénalité de poids serait surmontée grâce à la puissance brute et à une conception intelligente tirant le meilleur parti des performances disponibles. Les données de l'Acutan 0, combinées au rapport de combat et au vol d'essai de Sanders en septembre et octobre, ont influencé les décisions de conception spécifiques alors que le F6F avançait vers la production. Les ailes du F6F ont été conçues pour des performances à grande vitesse en utilisant une conception de profil aérodynamique et de surface de contrôle différente de celle du Wildcat. Les ailerons étaient hydrauliquement renforcés et recouverts de métal, garantissant une autorité de contrôle totale à toutes les vitesses. Cela résolvait directement les problèmes d'ailerons à grande vitesse découverts par Sanders dans le zéro capturé. Le F6F serait capable de rouler efficacement à des vitesses au-dessus où les commandes du zéro se bloquaient. Le système de carburant du F6F utilisait un carburateur à pression plutôt que le type à flotteur utilisé dans le zéro. Cela garantissait que le moteur continuerait à fonctionner avec une accélération négative, éliminant ainsi la faiblesse que Sanders avait exploitée lors de ses vols d'essai. Un pilote de F6F pourrait s'éloigner d'un zéro de poursuite sans son moteur Q Whiting au moment crucial. La structure F6F a été conçue pour gérer une accélération positive de 9G et une accélération négative de 6G, dépassant largement les limites structurelles 0. Cela signifiait que les pilotes de F6F pouvaient utiliser des manœuvres agressives sans craindre une défaillance structurelle, tandis que les zéros, tentant de suivre, risquaient de se briser. L'armement a été augmenté à 650 mitrailleuses de calibre par rapport au Wildcat 4. Les versions ultérieures offriraient l'option de 2 canons de 20 mm et de canons de 450 calibres. La puissance de feu concentré pourrait détruire le zéro de construction légère avec de courtes rafales, tandis que la structure blindée du F6F pourrait absorber les tirs de riposte. La visibilité depuis le cockpit était exceptionnelle, la position du pilote surélevée offrant une vue dégagée dans toutes les directions. Cela répondait à l'insistance de Jackson, selon laquelle les pilotes ne pouvaient pas tirer sur ce qu'ils ne pouvaient même pas voir. La conception incorporait les leçons du tissage du Tark et d'autres tactiques défensives, reconnaissant que la visibilité était cruciale pour le soutien mutuel entre les ailiers. Le 3 octobre 1942, le premier F6F3 de série effectuait son vol inaugural, 2 semaines seulement après que Sanders ait terminé ses premiers vols d'essai
à bord de l'Akutan 0. Le moment n'était pas une coïncidence. La production avait été délibérément retardée jusqu'à ce que les ingénieurs puissent intégrer les dernières informations. Le mythe selon lequel le MVSF a été conçu sur la base de l'Otutan 0 est manifestement faux, étant donné que la conception de base est antérieure à l'accident de Koga et que la décision de changement de moteur est intervenue avant même la découverte du 0. Mais le timing a permis, à Grumman, d'affiner la configuration finale du F-6F sur la base des connaissances acquises grâce à l'avion capturé, en intégrant des leçons tactiques avant que la production n'accélère. Les premiers F-6F-3 de production ont commencé à atteindre les escadrons de la flotte au début de 1943. L'escadron de combat 9 reçut les premiers Hellcats opérationnels en février 1943, embarquant sur le porte-avions Essex pour l'entraînement et la préparation. La réaction du pilote face aux nouveaux chasseurs a été enthousiaste. Après des mois de combat au sein des F-4F Wildcats, luttant contre des avions japonais supérieurs, le F-6F a ressenti un bond en avant en termes de capacité. Il était plus rapide, grimpait mieux, avait plus de puissance de feu, une meilleure visibilité et se sentait solide comme le Wildcat n'avait jamais eu. Les pilotes ont rapidement découvert que le F-6F était remarquablement facile à piloter. Grumman l'avait conçu spécifiquement pour être utilisé par des pilotes relativement inexpérimentés, fraîchement formés. Reconnaître que l'expansion, en temps de guerre, inonderait la flotte d'aviateurs nouvellement créée. Le F-6F n'avait pas de mauvaises habitudes, pas de caractéristiques délicates qui pourraient tuer un pilote imprudent. C'était stable, prévisible et pardonnait les erreurs. Les atterrissages de porte-avions, l'aspect le plus difficile de l'aéronavale, étaient simples à bord du Hellcat. Le train d'atterrissage, robuste, a absorbé des impacts violents qui auraient fait s'effondrer un avion de moindre taille. La visibilité permettait aux pilotes de juger précisément de leur approche. Les commandes qui sont restées réactives, aux basses vitesses requises pour les approches des transporteurs. La production s'est accélérée à une vitesse étonnante. Grumman a construit une nouvelle usine à Bethpage spécifiquement pour la production de F-6F, le premier avion étant sorti de la chaîne avant même que les bâtiments de l'usine ne soient achevés. Au pic de production de 1944, Grumman a produit 644 avions en un seul mois, un Hellcat par heure, un record de production d'avions jamais égalé. L'ampleur était stupéfiante. Chaque F-6F nécessitait environ 20 000 pièces individuelles provenant de centaines de sous-traitants. Les moteurs Pratt et Whitney ont été construits dans 3 usines distinctes et expédiés à Bethpage pour installation. Grumman a coordonné cette symphonie industrielle avec une précision qui a étonné les observateurs. Une grande partie du mérite revient à Jake Swerbel, le génie de la production de Grumman, qui a organisé le flux de travail et la chaîne d'approvisionnement avec une efficacité sans précédent. De nombreux ouvriers de Grumman n'avaient jamais construit d'avion auparavant, mais ils ont produit le chasseur porte-avions le plus performant de la guerre. Entre le premier vol de production en octobre 1942 et la fin de la guerre en novembre 1945, sur une période d'environ 37 mois, Grumman produirait 12 875 F-6F Hellcats à partir d'un seul complexe d'usines. Le F-6F a fait ses débuts au combat le 31 août 1943, 15 mois après la découverte de l'Akutan 0 et 11 mois après le premier vol d'essai de Sander. Avions des escadrons de combat. 5 et 9, opérant à partir des porte-avions, Yorktown et Independence, ont attaqué Marcus Island dans le cadre d'un raid de porte-avions. La mission a été un succès retentissant. Aucun chasseur japonais n'a réussi à décoller et plusieurs ont été détruits au sol. 2 Hellcats ont été perdus dans des tirs anti-aériens. Mais en combat aérien, le F-6F démontre une supériorité immédiate. Au cours des mois suivants, le F-6F est devenu le chasseur standard des porte-avions de la flotte américaine, remplaçant progressivement le F-4F Wildcat sur les grands porte-avions, tandis que les Wildcats ont continué à servir sur les petits porte-avions d'escorte. Au début de 1944, le Hellcat équipait 15 escadrons de chasseurs aéronavals et devenait rapidement le chasseur naval américain
dominant dans le Pacifique. Les leçons tactiques, tirées de l'Autun 0, ont été incorporées dans tous les aspects des opérations du F-6F. Les pilotes ont été formés pour éviter les combats en virage à basse vitesse, à moins qu'ils n'aient un avantage significatif en altitude ou en nombre. Au lieu de cela, la doctrine du F-6F mettait l'accent sur les attaques tranchantes à grande vitesse, plongeant depuis l'altitude pour augmenter la vitesse, effectuant une seule passe de tir, puis revenant à l'altitude avant que les zéros, les plus maniables, ne puissent les répondre. Le Thatch, développé par le lieutenant-commandant John Thatch avant même la capture du zéro, est devenu la doctrine défensive standard pour tous les escadrons F-6F. Lorsqu'ils s'autométent par des zéros, les pilotes du F-6F volaient par paire, se soutenant mutuellement, faisant en sorte que tout zéro poursuivant un F-6F ferait immédiatement face au feu frontal de l'autre. La tactique a neutralisé l'avantage de virage du zéro en forçant le pilote japonais soit à rompre, soit à affronter un engagement frontal, où dominait la puissance de feu et la protection supérieure du F-6F. Les pilotes ont appris à utiliser leur vitesse et leur puissance pour dicter les conditions d'engagement. Si la situation tactique favorise l'engagement du F-6F, sinon, utilisez une vitesse supérieure pour vous désengager, vous repositionner et attaquer avec avantage. Le taux de montée du F-6F lui a permis de reprendre rapidement de l'altitude après des attaques en plongée. Sa rapidité lui a permis d'échapper à des situations défavorables. Son endurance lui permettait de patrouiller plus longtemps et de chasser les ennemis en fuite plus loin que les zéros ne pouvaient les suivre. Le 23 novembre 1943, dans les îles Gilbert, les F-6F Hellcats du carrier Essex engagèrent des chasseurs japonais zéro au-dessus de Tarawa, dans ce qui allait devenir le premier test majeur du nouveau chasseur contre les meilleurs du Japon. 30 zéros se sont levés pour intercepter la frappe américaine et le combat aérien qui a suivi a fait rage dans le ciel au-dessus des plages d'invasion. Lorsque la fumée s'est dissipée, les pilotes américains ont revendiqué la destruction de 30 chasseurs japonais pour la perte d'un seul F-6F. La bataille de Tarawa a démontré tout ce pour quoi le F-6F était conçu. Des pilotes américains, dont beaucoup étaient relativement inexpérimentés, avaient rencontré des aviateurs japonais vétérans pilotant des zéros et les avaient complètement écrasés. La combinaison de performances supérieures de l'avion, de tactiques judicieuses basées sur la connaissance des faiblesses du ZER et d'un entraînement intensif avait créé une formule imbattable. L'issue de la bataille a provoqué une onde de choc dans les commandements américains et japonais. Pour les Américains, cela valide la conception du F-6F et les doctrines tactiques développées à partir de l'étude de l'Akuten 0. Pour les Japonais, cela révélait que les avions américains avaient rattrapé et dépassé les capacités du zéro. L'ère de la supériorité aérienne japonaise touchait à sa fin. Mais Tarawa n'était qu'un début. Le F-6F prouverait sa valeur dans tous les engagements majeurs à travers le Pacifique au cours des 20 prochains mois, compilant le record de combat le plus dominant de tous les chasseurs américains de la Seconde Guerre mondiale. 19 juin 1944, mer des Philippines, à l'ouest des îles Marana. Les F-6F Hellcats de 15 porte-avions américains, 7 grands porte-avions de flotte et 8 porte-avions légers de la Task Force 58 se préparèrent à affronter la plus grande force aérienne de porte-avions japonaise rassemblée depuis la bataille de Midway 2 ans plus tôt. Les Japonais disposaient de 9 porte-avions et envoyèrent vague après vague d'avions pour détruire la flotte d'invasion américaine attaquant Saipan. Ce qui a suivi est devenu connu sous le nom de Great Marianas Turkey Shoot, la bataille aérienne la plus unilatérale de l'histoire navale. La première frappe japonaise, 69 appareils, perdit 42 appareils avant d'atteindre la flotte américaine. Les 27 autres, qui ont pénétré jusqu'au porte-avions, n'ont rien accompli face à une tempête de tirs anti-aériens et à un essaim de F-6FS. La deuxième vague, 107 avions japonais, en a perdu 97 avant même de pouvoir attaquer. Les avions de transport japonais étaient systématiquement détruits. Tout au long de la journée,
les porte-avions japonais ont lancé 370 avions lors de plusieurs frappes. Seulement 130 sont revenus. Les FCF Hellcats, effectuant des patrouilles aériennes de combat au-dessus de la flotte américaine et chassant les groupes d'attaque japonais, en ont abattu la grande majorité. Les pertes américaines s'élèvent à 23 à 30 avions et de nombreux pilotes sont sauvés de l'océan. L'impact stratégique fut catastrophique pour le Japon. Les groupes aériens de transport ont été minutieusement reconstruits après l'anéantissement des pertes de Midway. Les pilotes expérimentés qui avaient formé la génération actuelle étaient morts. Les avions, qui avaient été thésaurisés pour la bataille décisive, avaient disparu. L'aviation navale japonaise ne se remettra jamais des pertes de cette seule journée. La bataille de la mer des Philippines a démontré que le FCF fonctionnait avec une efficacité maximale. L'endurance exceptionnelle de l'avion a permis des patrouilles aériennes de combat continues au-dessus de la flotte. Son taux de montée garantissait que le F-6FS pouvait intercepter les frappes entrantes à une altitude optimale. Sa vitesse permettait de poursuivre les avions japonais en fuite. Sa puissance de feu et sa protection signifiaient que dans tout engagement face à face, le FCF détenait un avantage écrasant. Mais peut-être plus important encore, la facilité de manipulation du F-6F signifiait que même des pilotes américains relativement inexpérimentés pouvaient piloter l'avion efficacement au combat. Vers le milieu de 1944, les États-Unis produisèrent des pilotes bien plus rapidement que le Japon, et les F-6F leur permettaient « Nous avons épousé ces nouveaux aviateurs pour qu'ils soient lancés au combat, avec la certitude qu'ils pourraient survivre et réussir. » Les pilotes japonais, en revanche, recevaient une formation de plus en plus abrégée à mesure que les pénuries de carburant et les pertes d'instructeurs augmentaient. À la fin de 1944, les pilotes japonais entraient au combat avec peut-être un tiers des heures de vol dont disposaient les pilotes américains. Le différentiel d'expérience, combiné à la supériorité technique du F-6F, a créé une spirale mortelle pour l'aviation japonaise. Chaque engagement coûtait au Japon des pilotes irremplaçables, tandis que les pertes américaines étaient rapidement compensées par le pipeline de formation qui produisait des milliers de nouveaux aviateurs chaque année. La contribution du F-6F à la victoire américaine s'étend au-delà du combat aérien. L'avion a été adapté en plusieurs variantes, spécialisées, répondant à des besoins tactiques spécifiques. Les variantes de chasseurs F-6F-3N et F-6F-5N transportaient un équipement radar dans une nacelle montée sur l'aile tribord, leur permettant d'intercepter les bombardements nocturnes japonais. Le radar réduisit légèrement la vitesse de pointe, mais les pilotes de chasse de nuit trouvèrent que cette capacité en valait la peine. Les chasseurs chevaliers F-6F ont obtenu un succès remarquable contre les raiders nocturnes japonais, abattant des bombardiers qui avaient auparavant attaqué en toute impunité sous le couvert de l'obscurité. Les variantes de reconnaissance photographique F6F3P et F6F5P ont remplacé les canons par des caméras effectuant des missions de reconnaissance cruciales sur le territoire ennemi. Leur vitesse et leur portée leur ont permis de pénétrer profondément dans les zones sous contrôle japonais, de photographier des cibles et de s'échapper avant que les intercepteurs ne puissent répondre. Plus tard, les variantes F6 et F5 ont été modifiées pour transporter des bombes de 2000 livres sur un support central et des rails de fusée sous les ailes, transformant le chasseur en un chasseur bombardier très efficace. Les F-6F, armés de bombes et de roquettes, ont fourni un soutien aérien rapproché dévastateur aux forces navales et militaires combattant dans les îles du Pacifique, attaquant les bunkers japonais, les positions d'artillerie et les concentrations de troupes avec une précision que l'artillerie ne pouvait égaler. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les F-6F Hellcats avaient compilé des statistiques qui restent inégalées par aucun autre chasseur américain. L'avion a été crédité de la destruction de 5163 avions ennemis lors de combats aériens dans le Pacifique par les pilotes de la marine américaine et du corps des Marines, avec 60 avions supplémentaires détruits sur d'autres théâtres, ce qui porte le total à 5223 en incluant les victoires britanniques de la flotte aérienne de la Royal Navy.
Seuls 270 F-6FS ont été perdus en combat RR, ce qui donne à l'avion un ratio global, destruction-perte de 19 pour 1. Par rapport aux Zero japonais en particulier, le ratio était de 13 pour 1. Ces chiffres reflètent l'impact combiné des performances supérieures de l'avion, d'une solide doctrine tactique dérivée de l'étude de l'OTOUTAN zéro et de pilotes américains de plus en plus compétents face au déclin de l'opposition japonaise. Le F-6F a produit plus d'as de chasse que tout autre avion allié de la Seconde Guerre mondiale. Entre 305 et 307 pilotes de la Navy Hellcat ont obtenu le statut d'AS avec 5 victoires ou plus, avec de légères variations dans le nombre de victoires en fonction de la façon dont les victoires partagées ont été attribuées. Le meilleur as de la marine, le commandant David Maxwell, a remporté ses 34 victoires aux commandes d'un F-6FS. Le bilan de combat du Hellcat était dominant puisque les pilotes japonais de la fin de la guerre ont développé ce que les services de renseignement américains appelaient une fatigue nulle, une reconnaissance du fait que l'engagement du F-6FS était susceptible d'être fatal. Les pilotes japonais évitaient de plus en plus le combat lorsque cela était possible, plongeant ou fuyant dans les nuages plutôt que de se battre. Cette domination psychologique était aussi importante que la supériorité technique dans la mesure où elle permettait au groupe de porte-avions américains d'opérer en quasi-impunité, sachant que l'opposition aérienne japonaise serait minime et inefficace. Le contraste avec les combats du début de la guerre était frappant. En 1942, les pilotes américains fuyaient le zéro autant que possible. En 1945, les pilotes japonais fuyaient les Hellcats. La transformation était complète. Le rôle de l'Acutan zéro dans cette transformation ne peut être quantifié avec précision, mais son importance est indéniable. L'avion capturé a fourni les premiers renseignements détaillés sur les capacités et les limites du zéro. Les vols d'essai de Sanders ont révélé des faiblesses spécifiques qui pourraient être exploitées tactiquement. Les données techniques ont influencé les décisions de conception du F-6F à un moment crucial où des modifications pouvaient encore être intégrées. Plus important encore, l'Akutan Zero a détruit le mystère entourant le chasseur japonais, prouvant qu'il n'était pas invincible, mais plutôt un avion doté de forces et de faiblesses spécifiques. La combinaison du F-6F Hellcat et des connaissances tactiques acquises grâce à l'Akutan Zero a créé une synergie qui a transformé l'aéronavale américaine. Le F-6F n'a pas été conçu à cause de l'OTOUTAN Zero, mais il a été affiné sur la base des renseignements fournis par l'avion capturé. Les tactiques utilisées par les pilotes américains n'ont pas été créées par l'étude du zéro, mais elles ont été validées et formalisées par les vols d'essai de Sanders et les analyses ultérieures. Le résultat fut un système intégré d'avions, de tactique, de formation et de production industrielle qui submergea l'aviation japonaise. Par la guerre. À la fin, le Japon avait produit environ 10 500 zéros, son principal combattant tout au long du conflit. Les États-Unis ont produit 12 275 F-6F Hellcat en 37 mois, ainsi que des milliers de F-4U Corsair et d'autres chasseurs. Le différentiel de production reflétait la puissance industrielle américaine, mais le différentiel de combat reflétait la supériorité technique du F-6F et la doctrine tactique qu'il utilisait efficacement. L'Akutan Zero a été détruit en février 1945, ironiquement lors d'un accident d'entraînement plutôt que lors d'un combat. Alors qu'il roulait pour le décollage à la base aéronavale de North Island, un bombardier en piqué XB-2C, Heldiver, a perdu le contrôle et s'est écrasé sur le zéro garé, son hélice coupant le chasseur japonais en morceaux. William Leonard a récupéré plusieurs jauges de l'épave et en a fait don au Musée national de la marine américaine. L'Alaska Heritage Museum et le Smithsonian National Air and Space Museum ont également conservé de petites pièces. L'avion physique avait disparu, mais son héritage perdurait dans chaque F-6F effectuant des missions de combat, chez chaque pilote américain qui connaissait les faiblesses du zéro, dans chaque manuel tactique intégrant les leçons tirées des vols d'essai de Sanders. Le corps de Koga,
initialement enterré sur l'île d'Akutan, a été exhumé par les équipes du service d'enregistrement des tombes américaines en 1947 et a été retrouvé sur l'île d'Adak, plus loin dans la chaîne d'Éleusis. En 1953, le cimetière d'Adak a été fouillé et 236 corps, dont probablement les restes de Koga, ont été renvoyés au Japon pour y être enterrés. Le jeune pilote, décédé à l'âge de 19 ans, a involontairement contribué à la défaite du Japon. Son avion parfaitement conservé, révélant des secrets qui condamneraient des milliers de ses compatriotes. Le débat historique sur l'importance de l'Otutan-0 se poursuit. Certains historiens soutiennent qu'il s'agit de la capture de renseignements la plus importante de la guerre du Pacifique, plus précieuse que le Code Ring ou toute autre source. D'autres soutiennent que la victoire américaine était de toute façon inévitable, et que les zéros ne font que capturer des tendances accélérées déjà en cours. L'historien japonais et lieutenant-général des forces d'autodéfense aérienne Masatake Okumiya, qui a volé en tant qu'officier d'état-major dans la plupart des grandes batailles aéronavales du Pacifique, a déclaré que l'acquisition de l'Akutan 0 n'était pas moins grave que la défaite japonaise à Midway. Les secrets du zéro révélés aux ingénieurs et pilotes d'essais américains représentaient un échec catastrophique du renseignement dont les conséquences se répercutèrent tout au long des années de guerre restantes. L'as du combattant William Leonard a qualifié le zéro capturé de trésors qui a révélé de nombreux secrets à une époque où le besoin était grand. L'as des Marines Kenneth Walsh a attribué au renseignement de Koga Zero le mérite de lui avoir sauvé la vie à plusieurs reprises, les connaissances tactiques lui permettant de survivre aux premières rencontres, qui autrement auraient pu être fatales. La vérité incorpore probablement des éléments de toutes ces perspectives. L'Akutan 0 n'était pas le seul responsable de la victoire américaine, qui reposait sur la capacité industrielle, la décryptage, la guerre sous-marine et de nombreux autres facteurs. Mais il constituait une pièce cruciale du puzzle, arrivant exactement au bon moment pour influencer les décisions de conception d'avions et le développement de la doctrine tactique. Sans l'Akutan 0, le F-6F aurait quand même été un excellent chasseur. L'industrie américaine aurait quand même dépassé la production japonaise, et la victoire américaine aurait probablement été obtenue. Mais le processus aurait pu prendre plus de temps, coûter davantage de vies américaines et impliquer une plus grande incertitude quant à la manière de vaincre les capacités du zéro. Le taux de mortalité de 19 représentait le point culminant de plusieurs facteurs, convergeant parfaitement. Conception d'avions supérieurs qui donne la priorité à la fois aux performances et à la protection du pilote. Doctrine tactique issue de l'étude des capacités et des faiblesses de l'ennemi. Une formation qui préparait les pilotes aux réalités du combat. Une production industrielle qui assurait la supériorité numérique et surtout des renseignements détaillés sur l'arme principale de l'ennemi obtenus à partir d'un seul exemplaire presque intact capturé par hasard dans la nature sauvage des Aléoutiennes. Les militaires américains qui ont piloté des F-6F Hellcat pendant la guerre se sont réunis lors de diverses réunions au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup étaient des pilotes de F-6F Hellcat qui avaient dominé le ciel du Pacifique, partageant désormais leurs souvenirs et honorant leurs camarades tombés au combat. Les intervenants lors de ces rassemblements ont fait référence à plusieurs reprises à l'Akutan 0 et aux renseignements qu'il fournissait. Ils ont expliqué à quel point la connaissance des faiblesses du zéro leur avait donné confiance au combat. Ils ont décrit avoir utilisé la technique de plongée à grande vitesse et de roulis brusque à droite que Sanders avait découverte. Ils ont expliqué comment la conception du F-6F intégrait les leçons tirées du chasseur japonais capturé. Les anciens combattants ont constamment souligné un thème commun. On nous a dit que le zéro était invincible. Un ancien combattant, Ace, a expliqué. Nous y avons cru parce que nous avions vu ce que cela pouvait faire à nos avions au début des combats. Ensuite, nous avons appris ces secrets grâce à l'avion capturé en Alaska. Nous avons appris qu'il ne pouvait pas rouler à grande vitesse. Nous avons appris que c'est FR, le moteur s'arrête sous accélération négative. Nous avons appris qu'il était fragile
et qu'il brûlerait s'il était touché. Et soudain, il n'était plus invincible. C'était juste un autre avion que nous pourrions battre si nous volions intelligemment. Le F6F nous a donné les outils. L'Acutan 0 nous a donné les connaissances. Ensemble, ils nous ont donné la victoire. Le F6F L4 est resté en service de première ligne jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, étant progressivement complété par le F4U Corsair à mesure que les problèmes d'atterrissage du porte-avions de cet avion étaient résolus. Après la guerre, les L4 furent rapidement retirés du service de la flotte, remplacés par des avions à réaction et des chasseurs à hélice plus modernes. Beaucoup sont allés dans des escadrons de réserve, où ils ont servi jusqu'au début des années 1950. D'autres ont été convertis en drones cibles ou mis au rebut. Le dernier Navy Hellcat a été retiré du service en 1954, 9 ans seulement après la fin de la guerre. L'obsolescence rapide témoigne de la rapidité avec laquelle la technologie aéronautique a progressé pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Un avion qui était à la pointe de la technologie en 1943 était désespérément dépassé en 1954, incapable de rivaliser avec des avions à réaction qui volaient 2 fois plus vite et montaient 3 fois plus vite. Mais le bilan de combat du Hellcat garantissait qu'il ne serait jamais oublié. Les expositions de musées à travers les États-Unis présentent des F6FS préservés dont beaucoup ont été restaurés en état de vol. Les foules du spectacle aérien regardent avec admiration les performances des Hellcats Vintage. Leur son et leur profil distinctif évoquent une époque où l'aviation navale américaine a atteint sa domination grâce à une combinaison d'excellence en ingénierie et de génie tactique. Environ 70 Hellcats F6F survivent dans des musées et des collections privées du monde entier. 7 restent en état de navigabilité, tous basés aux États-Unis, et participent régulièrement à des spectacles aériens et à des événements commémoratifs. Chaque vol rappelle les 12 000 avions sortis des chaînes de montage de Grumman, les 34 000 pilotes qui les ont pilotés au combat et les 5 000 avions ennemis qu'ils ont détruits. L'Acutan 0 lui-même ne survit que dans des fragments dispersés dans les musées et dans des milliers de pages de rapports de tests et d'analyses de renseignements archivés dans les archives nationales. Mais son impact sur la guerre du Pacifique dépassa de loin sa présence physique. Un seul avion, capturé par hasard, testé pendant quelques mois et détruit dans un accident, a contribué à la victoire américaine d'une manière qui ne peut jamais être mesurée avec précision, mais qui ne peut jamais être écartée. Le lieutenant-commandant Eddie Sanders, le pilote d'essai qui a piloté pour la première fois l'Acutan 0, a vécu assez longtemps pour constater le succès au combat du F6F. Il a continué à servir dans divers rôles d'essai et d'évaluation aéronautique tout au long de la guerre, contribuant au programme de développement de plusieurs types d'avions. Après la guerre, il prend sa retraite de la marine et travaille dans l'industrie aérospatiale. Son expertise en matière d'essai d'avions s'est avérée précieuse dans le cadre du progrès technologique rapide de l'après-guerre. Il est décédé dans les années 1970, après avoir été témoin de la transformation complète de l'aviation navale, passant des chasseurs à hélice aux avions supersoniques. Sanders a rarement parlé publiquement de son rôle dans les tests de l'Acutan 0, le considérant simplement comme une mission parmi tant d'autres dans une carrière consacrée à l'aéronavale. Mais ceux qui ont servi avec lui ont reconnu l'importance de son travail, ses vols d'essais minutieux, ses rapports détaillés et ses connaissances analytiques avaient contribué directement à la doctrine tactique américaine et indirectement aux décisions de conception du F6F. C'était un professionnel discret qui a superbement fait son travail au moment où cela comptait le plus. La leçon plus large de l'histoire de l'Acutan 0 et du F6F L4 s'étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Les forces militaires antimodernes dépensent des milliards en collecte de renseignements, en analyse technique et en évaluation des menaces, car l'exemple 0 d'Acutan a prouvé à quel point une connaissance détaillée des capacités ennemies peut être précieuse. Chaque avion ennemi capturé, chaque transfuge apportant des informations techniques, chaque source de renseignement révélant les faiblesses de l'ennemi
est potentiellement un autre 0 à Kutan, une clé qui débloque des avantages tactiques et technologiques. Comprendre les capacités et les limites de votre ennemi peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Un seul élément matériel correctement analysé et exploité peut influencer la conception des systèmes d'armes, le développement de tactiques et l'issue des batailles. L'Acutan 0 est arrivé précisément au moment où il pouvait influencer le développement du F6F. Les vols d'essai de Sanders ont révélé des faiblesses, exactement au moment où les pilotes avaient besoin de confiance pour affronter le 0. Les leçons tactiques étaient distribuées lorsque les programmes de formation pouvaient les intégrer. Un an plus tôt ou plus tard, l'impact aurait pu être minime. Le timing était parfait et l'Amérique l'a pleinement exploité. En 1942, le 0 était sans doute le meilleur chasseur aéronaval au monde, supérieur à bien des égards à tout ce que l'Amérique avait déployé. Mais la capacité de l'Amérique à produire des milliers de F-6F, à former des dizaines de milliers de pilotes et à mener des opérations de combat à travers un océan lui a donné des avantages que l'excellence technique du 0 ne pouvait pas surmonter. La qualité est importante, mais la quantité a sa propre qualité, surtout lorsqu'elle est combinée avec des renseignements tactiques. L'intelligence et la saine doctrine. Le F6F L4 et l'Acutan 0 représentent les deux faces de cette équation. Le L4 était le produit de la puissance industrielle américaine, des compétences en ingénierie et de la synthèse du renseignement tactique. L'Otutan 0 était un cadeau de fortune pour les services de renseignement américains, un coup de chance qui révélait des informations cruciales sur les capacités de l'ennemi. Ensemble, ils ont créé une combinaison qui s'est avérée imparable, transformant l'aviation navale américaine d'une infériorité défensive au début de 1942 à une domination écrasante au milieu de 1944. Le jeune pilote japonais décédé dans une tourbière d'Aloutian ne pouvait pas savoir que son chasseur parfaitement conservé contribuerait à la défaite de sa nation. Ses ailiers, espérant qu'il survivrait, ne pouvaient pas savoir que leur pitié en ne détruisant pas son avion condamnerait des milliers de leurs camarades. Les équipes de sauvetage américaines qui luttaient dans ce marais de l'Alaska ne pouvaient pas savoir qu'elles récupéraient la clé de la supériorité aérienne dans le Pacifique. Et Eddie Sanders, qui a capturé 0 pour son premier vol américain, n'aurait pas pu comprendre pleinement que ces vols d'essai influenceraient un chasseur qui contribuerait à gagner la guerre. Mais l'histoire est faite de tels moments où le hasard et la préparation se croisent, où la fortune sourit à ceux qui sont prêts à l'exploiter, où une seule information arrive exactement au bon moment pour influencer les événements bien au-delà de sa signification apparente. L'Akutan 0 a été un tel moment, et le F-4CF L4 en a été l'héritage. Un avion capturé, un pilote d'essai qualifié. Un moment dans le temps où le renseignement, la conception et la doctrine tactique ont convergé pour créer un système d'armes qui a atteint un taux de mortalité de 19 et a balayé l'aviation japonaise du ciel du Pacifique. La transformation de l'aviation navale américaine, d'opprimée en force dominante, s'est produite grâce à la convergence de la capacité industrielle, de l'excellence en ingénierie, des pilotes qualifiés et du renseignement. L'Akutan 0 a révélé que le chasseur japonais, apparemment invincible, avait des faiblesses exploitables. Le F-6F Hellcat a été conçu et utilisé pour exploiter ces faiblesses sans pitié. Lorsque les pilotes américains ont engagé des F-6F Hellcat au combat, ils emportèrent avec eux non seulement une technologie supérieure, mais également des connaissances supérieures. Ils connaissèrent les faiblesses du 0 parce qu'Eddie Sanders les avait découvertes. Ils savaient exploiter ces faiblesses, car la doctrine tactique avait été réécrite sur la base des vols d'essai de Sanders. Ils savaient qu'ils pouvaient les gagner parce que la mystique de l'invincibilité japonaise avait été brisée par les données concrètes de l'avion capturé. Le taux de mortalité de 19,1 était le résultat inévitable. Un témoignage de ce qui peut être réalisé lorsque le hasard offre une opportunité et que les compétences transforment cette opportunité en un avantage écrasant.
l'histoire de la façon dont Zero, capturé par un pilote d'essai, a transformé le F-6F Hellcat en une machine à tuer, 19 contre 1, démontre que la guerre n'est pas seulement décidée par le courage et la puissance de feu, mais aussi par l'intelligence, l'adaptation et la capacité d'apprendre de l'ennemi. Le F-6F Hellcat et l'Akuten Zero ont écrit ensemble un chapitre de l'histoire de l'aviation qui continue de résonner 8 décennies plus tard. Preuve que parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la destruction, mais de la compréhension.